Je viens de terminer Le bruit et la fureur de William Faulkner, prix Nobel de littérature en 1949. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en sortant de cette lecture, vous aurez l'impression d'avoir passé quelques heures dans une machine à laver en passant par le cycle d'essorage à 1200 tours par minute. C'est un livre qui vous chamboule, qui vous bouscule, qui vous laisse sans dessus-dessous. Et c'est aussi un livre qui risque fort de vous éjecter en cours de route, voire même dans les premières pages, et surtout même, je dirais, dans ces premières pages. Il faut sérieusement s'accrocher pour rentrer dedans, et encore plus pour y rester, et pour espérer en tirer ce qu'il y a à en tirer. Mais si vous y parvenez, vous serez récompensé. Le bruit et la fureur fait partie de ces livres coup de poing, un peu comme J'irai cracher sur vos tombes, des livres qui agissent directement sur vos émotions et qui vous laissent pantelants lorsque vous les refermez. William Faulkner, c'est un romancier américain né dans le Mississippi en 1897. État du Sud, bateau à aube, plantation de coton, maison coloniale, esclaves noirs au service des riches familles de blancs. Ce roman se déroule dans cette chaleureuse ambiance. Nous allons donc suivre une famille blanche qui a connu son apogée quelques décennies plus tôt avant le livre et qui vit actuellement une phase de déchéance. L'argent manque, le père n'est plus de ce monde, la mère se morfond dans des maladies imaginaires et les enfants ne suivent pas des trajectoires idéales. C'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Et c'est dans ce contexte morose que l'on va vivre 4 journées différentes qui ne sont pas liées entre elles, des journées racontées par un narrateur différent à chaque fois, un membre de la famille, un esclave ou un narrateur omniscient. Et chacune de ces journées sera traitée sur un ton qui lui est propre, un ton qui peut parfois et même souvent malmener la langue. Ça a été écrit en américain à la base, mais la traduction fait largement état de ces libertés que l'auteur a prises. Et donc chaque journée, dans chacune des parties, il y aura quelques indices glissés de ci de là qui permettront au lecteur de relier ces différentes parties entre elles et de dresser un tableau global de la famille. Un tableau bien sombre où s'entremêlent déception, babillage ininterrompu, fureur, incompréhension, rage, impuissance. Dans ce livre, Faulkner fait tout pour dérouter le lecteur, ou plutôt il ne se préoccupe pas vraiment de lui faciliter la tâche. La plupart des romans offrent un fil conducteur, une histoire, des personnages identifiés, une chronologie logique. Ici, on n'a rien de tout ça. Chacune des 4 parties est disjointe des autres. Le ton employé dans chaque partie est radicalement différent. La langue est malmenée, comme je vous l'ai dit, jusque dans sa structure pour servir les pensées tortueuses des différents personnages. Ces mêmes personnages peuvent être nommés différemment dans chacune des parties en fonction de la personne qui leur fait référence. Et en plus, certains de ces personnages possèdent le même prénom. Par exemple, succession de père en fils, voilà, on peut retrouver le même prénom pour des personnages différents. Donc tout ça fait que c'est absolument impossible de ne pas s'y perdre, au moins dans un premier temps. En plus, la première partie est dédiée à l'un des enfants de la famille, un jeune homme doté d'un handicap mental. Ses perceptions, son interprétation des événements, son champ lexical, ses réactions, tout ça est absolument déroutant, irritant et bouleversant à la fois parce que c'est l'une des rares expériences de lecture qui m'ait été donnée en tout cas, où l'on se retrouve de manière prolongée dans la peau d'une personne dont le processus mental est altéré. À fleur de peau, déchirante, difficilement compréhensible si l'on ne fait pas l'effort de se projeter dans cet esprit simpliste, simplet. Cette première partie donne le ton du reste. Ce livre va vous en faire voir de toutes les couleurs. Alors voilà, plutôt que d'en parler pendant 3 heures, je vais vous donner un petit exemple issu du livre. Je vais vous faire une citation assez courte qui provient de la deuxième partie, donc qui s'appelle 2 juin 1910. Dont le narrateur est Quentin, un jeune homme suicidaire, tiraillé par les regrets du passé et par un amour impossible.
Est-ce que tu l'aimes ? Sa main avança, je ne bougeais pas, elle descendait le long de mon bras et elle posa sa main à plat où le cœur battait. Non, non. T'a-t-il forcé alors ? Il t'a forcé à le faire, à le laisser faire ? Il était plus fort que toi, il... Demain je le tuerai, je jure que je le ferai. Papa n'a pas besoin de savoir, on lui dira après. Et ensuite, toi et moi, ça ne regarde personne, nous pourrons prendre l'argent destiné à mon instruction, nous pourrons faire rayer mon inscription à l'université. Caddy, tu le hais, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Elle gardait ma main sur sa poitrine. Le cœur battant, je me tournai et lui saisis le bras. Caddy, tu le hais, n'est-ce pas ? Elle fit monter ma main jusqu'à sa gorge où son cœur martelait. Pauvre Quentin. Elle levait son visage vers le ciel qui était bas, si bas qu'il semblait comme une tente affaissée écrasée sous sa masse. Tous les sons, les parfums de la nuit, le chèvrefeuille surtout, que j'aspirais qui recouvrait tout, son visage, sa gorge comme de la peinture. Son cœur battait contre ma main. Je m'appuyai sur mon autre bras. Il commença à tressaillir, à sauter, et je dus halter pour saisir un peu d'air dans l'épaisseur grise de tout ce chèvrefeuille. Oui, je le hais, je mourrai pour lui, je suis déjà morte pour lui, encore et encore chaque fois que cela se produit. Voilà, vous avez un petit peu le ton de ce roman, même si cette deuxième partie est bien particulière. La première l'est encore plus. Les deux dernières sont un petit peu plus standards, on va dire, mais restent tout de même un petit peu hors du commun. Certains disent qu'il faut se jeter à corps perdu dans ce roman sans avoir lu au préalable quoi que ce soit à son sujet. Moi, de mon côté, j'ai lu la préface de mon édition en livre de poche, la préface de Maurice Edgar Coindreau, et pas Cointreau. Un ami de l'auteur. Je n'aime pas trop en général lire les préfaces, mais ici, je pense qu'elle m'a sauvé la vie. Est-ce que j'aurais donné une chance à ce livre si je n'avais pas eu connaissance des méandres dans lesquels il allait m'emmener ? Pas sûr. En tout cas, cette préface ne m'a pas gâché le plaisir, au contraire, elle m'a permis d'apprécier ce qui aurait pu être inintelligible. Un conseil, une fois la lecture terminée, replongez-vous dans les 2 premières parties. Elles gagneront en profondeur après avoir eu cette vision globale de l'œuvre. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un livre que je conseille, mais attention, il nécessite un véritable investissement de votre part. Ce n'est pas une lecture facile, ce n'est pas non plus une lecture qu'on oublie. Elle tient davantage du cubisme que du romantisme, si je devais tenter une analogie avec les mouvements artistiques en peinture. Bonne chance donc pour ce voyage dans un univers de bruit et de fureur.